On va passer à la dernière partie sur une fois la porte franchie, que se passe-t-il ? Et je vais commencer par vous, Stéphanie. Une fois que vous avez mis les outils dans les mains des médecins, une fois que Sonio a franchi la porte du service, qu'est-ce qu'il faut ensuite pour que ça fasse partie du quotidien de la pratique et de l'adoption ? C'est ce que disait Erika avant, c'est que ça doit d'abord s'intégrer complètement à leur workflow. Faut pas que ça rajoute de nuisances ou quoi que ce soit, donc que ça réponde à un besoin et que ça soit complètement adapté. Et puis après, je pense que ce qui est intéressant et ce qui va avec la technologie que nous on développe, qui n'est pas du médicament de nouveau, c'est que ça répond à des besoins successifs, c'est-à-dire qu'on est commencé par ça, puis après on a franchi notre... Donc le Sonio, c'était d'abord l'arbre de décision. Donc l'arbre de décision, une fois qu'il y a un signe d'appel, on rentre dans l'arbre de décision et donc on va plus vite dans le prescreening. Et puis après, il y a eu... pour être en capacité de faire une bonne détection, il faut que la qualité de l'examen soit bonne. Donc en fait, on a fait un contrôle qualité. On a rajouté cette brique de contrôle qualité. Donc en fait, petit à petit, on répond de plus en plus à des besoins qui émergent et qui font que le médecin qui va avoir ça en main, ou la sage-femme, parce que Sonio, c'est pas que les médecins, et puis aux États-Unis, c'est même d'ailleurs pas souvent des médecins, c'est des échographistes. Je pense que des c'est sonographeurs. Et donc, ce ne sont pas les médecins. C'est pas des médecins. Et donc, il faut que ce soit complètement, que ça réponde complètement à tout un panel de questions qui se posent. Donc, en fait, il faut que l'outil s'adapte petit à petit aux besoins qui vont remonter. De nouveau, on a enlevé la première couche de peinture et on voit ce qu'il y a en dessous et on enlève la deuxième pour qu'à la fin, tout soit bien propre et que le travail puisse être fait de manière complètement clean. Et Eric, vous vouliez réagir justement qu'il ne faut pas que ce soit que des médecins. C'est pas que les médecins. C'est très très important en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont voir que les docteurs. Et en fait, les docteurs, ils sont pas toujours très au contact des malades. Et donc, moi, je vois que j'ai construit Bopa avec vraiment cet objectif de pouvoir travailler aussi avec des infirmières de bloc opératoire. Et typiquement, là, on a fait un agent IA pour suivre les transplantés hépatiques. Ça, on l'a fait avec une coordinatrice de transplantation. Parce qu'elle avait, si tu veux, une vision et quelque chose de beaucoup, beaucoup plus proche du malade. Et ils sont beaucoup plus proches du malade. Et donc, quand tu développes des outils, faut s'adresser à ceux qui vont les utiliser. Parce que les docteurs, ils les prescrivent, mais c'est pas toujours eux qui les utilisent. Et l'autre élément, c'est il faut que les outils en question fassent disparaître d'autres trucs. Parce que le problème, c'est que des fois, tu rajoutes un truc, puis en fait, c'est un truc qui se rajoute à un autre truc. Et surtout, encore une fois, quand c'est pas toi qui l'utilises, tu t'en fous. Mais quand c'est... Et ça, c'est terrible. Donc, faut bien réfléchir au fait que ça fait disparaître d'autres trucs. Sinon, c'est des couches et des couches et des couches. Et justement, sur cet empilement de techno, il y a des services, des technologies qui sont un peu zombies, notamment dans les services hospitaliers, mais ça peut aussi être le cas dans des entreprises classiques. Qu'est-ce qui va faire qu'une techno passe à l'échelle ou pas ? Et c'est quoi les exemples concrets ? Qu'est-ce qui va faire que ça passe à l'échelle ? C'est vraiment, je crois que c'est l'interopérabilité, et je pense à un truc en particulier, c'est le truc de reconstruction 3D qu'on utilise, nous, avant de faire des chirurgies du foie. Et en fait, il y a énormément de choses disponibles, mais il y en a très peu qui sont directement connectées au PACS. Et donc, quand tu as besoin de télécharger le scanner, ensuite prendre ta clé USB, en fait, tu le fais 10 fois, mais après, c'est infernal. Donc, en fait, vraiment, ce qui fait la différence, c'est le fait que tu es en connexion automatique. Donc ça, c'est le premier point. Et après, c'est ce qui fonctionne, c'est quand même ce qui est bien foutu, ergonomiquement. User-friendly. Ça, c'est hyper important. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi on n'a pas ça beaucoup, beaucoup plus comme outil d'utilisation au quotidien. Parce qu'on est quand même toute la journée avec un téléphone, et finalement, aujourd'hui à l'hôpital, tu l'utilises pas ton téléphone. Alors, tu l'utilises pour les copains. Ça, c'est très bien. Mais tu l'utilises. Sinon, tu ne l'utilises pas. Tu l'utilises. Alors, ou aussi, tu l'utilises en shadow AI. Tu fais plein de trucs sur ton téléphone. Mais le système hospitalier, Orbis, le PACS et compagnie, mais il n'est pas sur mon téléphone. Ça serait tellement bien d'avoir le truc sur mon téléphone. Voilà. Donc, et ça, tu vois, je comprends pas pourquoi dans les CHU, on n'a pas un téléphone professionnel. Il y a quand même plein de boîtes, etc., qui ont un téléphone pro. On aura un téléphone pro qui serait un téléphone sur lequel, justement, tu peux avoir des données patients, des machins. Mais ça, c'est formidable. Voilà. Donc, au-delà de la performance, c'est surtout la partie expérience utilisateur, simplification du parcours. Hyper importante. Je partage.
Et en fait, depuis un moment, on parle du fait que c'est difficile de franchir la porte du service, c'est difficile de passer à l'échelle. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des solutions qui ont franchi la porte. Et au contraire, on aurait même aimé qu'ils ne franchissent pas la porte parce que c'est pas forcément des outils qu'on a envie de mettre entre les mains des médecins. Je pense évidemment à tous ces outils d'IA générative, les ChatGPT, etc., pour pas les citer. Qu'est-ce qu'on peut quand même apprendre de ces outils-là et de la façon dont ça a été adopté tellement massivement que peut-être les fondateurs de solutions plus classiques pourraient garder en tête? Moi, je pense qu'il y a une chose importante, c'est que l'IA générative, c'est pas nouveau, en fait. Enfin, je prends un coup de vue à chaque fois, mais le titre de ma thèse, c'était modèle statistique génératif pour l'imagerie. Donc, je faisais déjà ça, je dirais pas la date. C'était en 2007. Bon. Donc, les stats génératifs, c'est juste... Mais c'était des marchés de niche. Pourquoi les gens, à l'hôpital, maintenant, utilisent ces modèles-là? Parce qu'ils l'utilisent dans la vie courante, en fait. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que pour que les gens l'adoptent, dans un cadre professionnel, c'est plus facile de faire des choses pour qu'ils ont une facilité d'adoption dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a par exemple, un exemple qui m'a été donné la semaine dernière, au Cedars-Sinai, ils ont interdit l'utilisation de ChatGPT, Gemini et autres, mais au moment où ils l'ont interdit, ils ont proposé une solution locale, avec exactement ce que tu viens de décrire, Eric, avec les dossiers patients dans cette base de données, avec les articles de confiance sur lesquels se référencer, et ils ont fait une solution locale, qui est accessible sur leur téléphone professionnel. Et donc, évidemment, comme ils utilisent tous l'IA générative chez eux pour demander une recette ou je ne sais quoi, c'est très facile d'utiliser cet outil-là à l'hôpital. Et je pense que ce à quoi il va falloir qu'on réfléchisse quand on veut de l'adoption, c'est comment on peut le rendre complètement compatible avec ce que les gens font dans leur vie en dehors de l'hôpital. Ouais, il y a eu des retours justement sur l'expérimentation avec le modèle local de toute façon, ils n'ont pas le droit de faire autrement. Les téléphones perso et pro, dans le Cedars-Sinai, toute connexion à ChatGPT, Gemini et autres est sanctionnée. Ça, tu vois, c'est très très bien. Parce qu'en fait, comme ils ont tous les numéros de téléphone de tout le monde, alors sauf évidemment il y en a toujours qui veulent gruger, mais enfin aux États-Unis, donc quand on déclare qu'on n'a qu'un téléphone, on n'en a qu'un, c'est la parole qui prime, mais donc ils ont les numéros de téléphone de tout le monde et ils ont toutes les connexions à ces éléments-là. Donc quand vous êtes sur le site de l'hôpital, vous n'avez pas le droit d'utiliser autre chose que votre téléphone pro avec le logiciel pro. Et ils ont de l'usage, du coup, sur la solution locale. Parce que les gens ont envie, ils savent très bien que la solution qui était la solution du commun des mortels non médicale fonctionnait, donc on ne voit pas pourquoi, et donc ils ont envie aussi de l'utiliser. En réalité, les téléphones professionnels à l'hôpital, je pense que c'est indispensable. Et puis en plus, ça quand même, il y a quand même des gens qui travaillent moins que d'autres à l'hôpital et qui font un peu de TikTok, si tu veux. Donc le fait de pas, c'est un peu hardcore ce que je dis, mais il y a vraiment quand même, je pense que c'est pas délirant de se dire que on a un smartphone professionnel à l'hôpital qui est connecté aux outils. Enfin, c'est tellement évident, je ne comprends pas pourquoi ça ne se développe pas. Mais pour revenir sur ta question sur justement des outils d'IA qui finalement sont utilisés, comment on pourrait les... Je prends un exemple, c'est Notebook LM. Notebook LM, c'est un outil de Google là, qui fait des choses formidables en récupérant en faisant du RAG sur des PDF. Il y a des sociétés aujourd'hui qui développent ça dans le domaine médical, mais qui se sont inspirées totalement de l'architecture de Notebook LM. Je vais les nommer, Arkane. Je sais pas comment ça se prononce. C'est ça, c'est Arkane. Ils sont venus me voir. Bon, on est encore dans je sais pas si c'est bien ou pas bien, je teste encore, je sais pas, je crois que c'est pas mal, mais ils ont apporté quelque chose qui est une structuration qui est la même que Notebook LM, c'est-à-dire sur la partie droite de l'écran, tu balances tes PDF, au milieu, tu as une synthèse du dossier du patient, et sur la droite, tu peux avoir une sortie sous une forme de compte-rendu d'hospitalisation, compte-rendu opératoire, etc. Et c'est exactement comme Notebook LM, sauf que c'est avec des données médicales dans un environnement sécurisé. Et voilà, donc ils ont utilisé ça, ils ont utilisé un truc qu'on utilise tous les jours et ils l'ont transformé pour le médical. Ça c'est bien, ça c'est très très bien.
Et comment est-ce qu'on peut faire aussi pour éviter que ces solutions qui se développent soient faites de manière trop opportuniste parce qu'on connaît un KOL Alors ou ça, parce c'est que... très important. C'est là-dessus que j'ai construit, moi, le tiers-lieu d'expérimentation MedTech. MedTech, on est en train d'en déposer un, mais le tiers-lieu d'expérimentation BOPEX, qui est un tiers-lieu d'expérimentation numérique destiné au bloc opératoire. Et ces tiers-lieux, dont le premier était l'Hôtel-Dieu, qui était le préfigurateur, il y en a d'autres maintenant. Il y en a un à la Pied-Salpêtrière dans le domaine du Rhin. Il y en a un dans le domaine de l'imagerie, drivé par Valérie Paradis à Beaujon, et celui qu'on a créé donc après l'Hôtel-Dieu, qui est BOPEX. Et BOPEX, ça a été fait pour qu'il y ait plus de relations one-to-one entre une boîte et un KOL. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc qui se crée en local, et donc les gens trouvent ça très très bien. Et puis après, au départ, c'est gratos, c'est du pilote, c'est du machin, c'est gratuit. Et puis à un moment, le type dit, bon, maintenant, il va falloir payer, parce que ça peut pas être gratuit. Et donc, on va voir la paix. Et puis on dit, bon, c'est super notre truc. Mais il dit, mais attends, mais t'as utilisé ça depuis 6 mois, mais personne le sait, je sais pas comment ça marche, etc. Et moralité, en général, on trouve pas les sous, ou on reste en... Et voilà. Et donc, j'ai dit, il faut arrêter de faire comme ça. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas mal, eh bien, si c'est dans le domaine du bloc opératoire et si c'est quelque chose qui est déjà mature avec un marquage CE, etc., on a un truc qui est un peu mature quand même, eh bien, on va voir Pierre-Yves Brossard, qui est le directeur de BOPEX, et lui, il organise un test sur 3 ou 4 établissements de l'AP dans lesquels il y a une épidémiologie du problème qui a été évaluée, qui est suffisamment présente. Donc, on va dans des services où il y a vraiment le problème à régler. Et puis, on fait avec des ressources humaines dédiées pour pouvoir tester pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, eh bien, la boîte en question a un rapport qu'elle peut d'ailleurs utiliser auprès de fonds d'investissement, parce que c'est une vraie valeur, parce que c'est le tiers d'expérimentation MedTech de l'AP, pour lever des sous. Et puis, si jamais... Mais c'est pas une entrée systématique pour devenir, d'entrer dans la filiale d'achat de l'AP. C'est pas parce que tu rentres dans le tiers-lieu BOPEX que tu vas te retrouver au marché de l'AP. Et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. C'est absolument pas ça. Il y a des trucs qui marchent pas. Donc, ils seront jamais à l'AP. Et d'autres trucs qui marchent, qui vont... Donc, c'est tests, expérimentation, pilote. Et ça, je trouve que c'est bien et ça répond à ta question. Pour éviter justement le one-to-one. Chez Sonio, vous avez fait comment ? Chez Sonio, ça n'existait pas à l'époque. Non, c'était en 2020-21. On a fait l'essai clinique directement, en fait. Et puis après, on a fait les petits challenges. Je me souviens, c'était pendant le Covid où tout le monde était en ligne. Ça reste une super idée d'ailleurs, qui est le lien avec une des dernières questions. C'est si vous avez un conseil à donner justement à une innovation qui a envie de s'installer à l'hôpital durablement là, sur les 12 prochains mois. Un conseil à donner, ce serait lequel ? Si c'est au bloc opératoire, il faut aller voir BOPEX. Il faut appeler Pierre-Yves Brossard et lui en parler, si c'est une techno qui est déjà relativement mature. Et puis ensuite, de voir avec lui et ses équipes, parce qu'il n'est pas tout seul, comment on peut correctement faire les choses. Ce n'est pas un essai clinique, et c'est ça qui est très important. C'est ce que je disais, c'est d'abord tester l'acceptabilité, l'interopérabilité, le fait que ce ne soit pas délirant technologiquement. Et ça, c'est avec Pierre-Yves. Et si, en effet, on a l'impression que ça peut s'installer correctement, eh bien dans ce cas-là, on fait un essai clinique. C'est pas les mêmes personnes, c'est la DRCI, c'est autre chose. Voilà, mais d'abord Pierre-Yves. Et justement, si on sort de l'environnement AP, APHM, HCL, etc., il y a des... Non, HCL, ils ont fait des super petits... forts, ils sont super. Lyon, ils sont très très forts. Montpellier, hors du commun. Ils sont vraiment super. Anne Ferrer, là, qui est la directrice de Montpellier, elle est super bien. En tout cas, ils ont des moyens pour faire super bien. On va voir à la fin de l'histoire. Ils ont des moyens, ils ont des idées. Pour l'instant, ça m'a l'air d'aller dans la bonne direction. Et en effet, Lyon, les HL de Lyon sont super dynamiques. Et d'ailleurs, il y a des ponts qui se mettent en place entre les tiers-lieux d'expérimentation à Lyon et à Paris, en particulier dans le domaine du bloc. Voilà. Mais c'est vrai qu'à Lyon, ils ont fait un truc, par exemple, ils savent vendre des données. Et ça, je pense que c'est super important. Parce qu'à chaque fois, on dit, oh là là, mais bon, indiscutablement, il y a un truc qui s'appelle Colibri, je crois, où tu peux acheter des données pour faire tourner des algos, pour les entraîner. Ça, il faut qu'on arrive à le faire. Et ça, moi, je l'ai dit à mon directeur général, il y a un moment, il faut quand même qu'on se dise, les boîtes, elles ont besoin de données
on se débrouille pour qu'il y ait un dataset. Et alors le problème, c'est que le dataset en question, en général, il est au sein de l'AP, mais l'environnement Jupyter sur lequel il y a est pas su. Donc il faut qu'on trouve une solution pour que on réponde à la question, parce que d'autres sont capables de le faire. À Lyon, c'est quand même pas. Voilà, Lyon, c'est Lyon, quoi. C'est pareil, c'est pas Ils très ont la loin. même réglementation. Même réglementation. Ils arrivent à le faire, je n'arrive pas à le faire. Ça m'agace. Donc j'espère qu'on va libérer les réussir. données Voilà. et passer par les tiers-lieux qui sont de plus en plus nombreux. Libérer, mais les vendre. Je veux dire, il ne s'agit pas de les donner. Ouais. Je veux dire, il s'agit de Les pouvoir manier. apporter un dataset. Demain, j'ai besoin d'un dataset de cholécystectomie sous célioscopie pour que la société Uncover, pour pas la citer, puisse entraîner son algorithme. Eh ben, elle est prête à acheter, mais je peux pas le faire. Parce que ça se vend pas, on sait pas comment faire. Eh ben, ça, il faut qu'on arrive à le faire. Parce que ça va attirer du monde. Et puis regarde les world models dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est extraordinaire. On a l'AP-HP, premier hôpital d'Europe, hectotonnes d'images, de machin, de trucs. Mais Yann Lequin, il va être comme un fou avec tout ça, là. Mais il faut qu'on lui apporte les données. Et on pourra lui vendre. Il a 1 milliard, il va pouvoir en acheter les données. On va pas vous lancer sur les données de santé parce que là, je pense que On n'a pas fini. on n'a pas On fini. peut faire. Un conseil, c'est un petit peu compliqué. Ça dépend vraiment de la maturité de la solution. Si elle en est qu'à l'idéation, s'adosser aux bonnes personnes et s'adosser au terrain d'abord. Si c'est déjà quelque chose qui a été construit et validé, effectivement, les tiers-lieux me paraissent un bon vecteur. Et puis si c'est déjà quelque chose qui a été créé et finalement ils ont juste la barrière de la difficulté de rentrer en interopérabilité avec Orbis, par exemple, pour ne citer que ça, et ben essayez de passer par les autres, Foch, Rothschild, ces fondations qui sont des hôpitaux alors privés mais à but non lucratif. Ben, allons-y, testons Ouais, c'est vrai avec que eux, c'est quoi. Saint-Joseph aussi, Ou qui sont particulièrement bons en la matière. Ouais. Enfin, voilà. C'est plus facile, Curie, Saint-Joseph, Gustave, ça c'est plus facile. Voilà. Donc comme c'est ça. se tourner vers Mais eux bon. d'abord. Et puis après, on a. Ce qui compte, c'est que les malades soient bien soignés. Hein. C'est quand même ça qui compte. Hein. C'est ça. Hein, plus que. Je préfère que ça se fasse à la PHP. Mais bon, bien, la PHP, hein, c'est plus le. Pas accueillir tous les malades du monde. Ouais, bah, tous les malades très intéressants, on peut s'en occuper. Absolument. Eh ben, ce sera le mot de la fin. On va s'arrêter sur ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci Guillaume de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode. Merci Anka. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Anatomy. Merci de nous avoir suivis.